Einstein et les débuts de la cosmologie. On va parler très peu de la vie privée d'Einstein. Il souhaitait essentiellement qu'on s'intéresse au cheminement de ses idées. Et c'est ce qu'on va tâcher de faire ce soir. Disons quand même que Einstein était né à Ulm en 1879. Il a fait ses écoles à Munich et il était très bon à l'école, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est peut-être les parents de cancre qui aiment dire ça. En fait, il était bon. Il y a eu une grosse erreur. Un de ses premiers biographes a consulté ses carnets, a vu des 5 et des 6. Et il a cru qu'il était noté sur 10. Et donc, il avait dit il était assez mauvais. Mais ce n'était pas le cas du tout. À 12 ans, il avait étudié tout seul le calcul différentiel et intégral. Par contre, il était terriblement rebelle à la manière scolaire de travailler, en Allemagne en particulier. Et il a écrit dans ses notes autobiographiques, c'est en fait un véritable miracle que les méthodes modernes d'enseignement ne soient pas encore parvenues à étouffer complètement la saine curiosité pour la recherche. C'est dur, hein? Euh, il a voulu entrer au Poly à l'âge de 15 ans, mais il n'a pas pu parce qu'il y avait des examens complémentaires qui étaient exigés, notamment en français, et là, il n'avait pas réussi. Donc, il a fait le maturité à l'école d'Arau pour entrer au Poly, et c'est ce qu'il a fait en 1896. Et là, c'est une photo qui est extraite de la photo de maturité, de la classe de maturité. Il a fait un diplôme de, de maths et de physique et qui lui permettait d'enseigner les maths. Il est devenu suisse en 1900. Une des choses les plus importantes qui le caractérise déjà à ce moment-là, et il l'a déclaré plus tard, c'est que la clé de sa réussite, c'était la joie de la pensée. C'est très profond. C'est ce plaisir de réfléchir, d'étudier des problèmes qui le stimulait et de chercher. Et ça, toutes ses découvertes émanent de cette joie de la pensée. Sa situation était assez précaire, il faisait des suppléances diverses et grâce à son ami Marcel Grossman, il a pu entrer au bureau. Il a pu entrer au bureau des brevets à Berne en 1902 comme assistant technique de troisième classe. Il, il consacrait autant de temps à ses études personnelles à la maison, notamment sur la théorie de Maxwell des champs électromagnétiques, parce que la notion de champ le fascinait. Il a pris connaissance des travaux de Lorentz, de transformation de Lorentz. Il y avait eu les expériences de Michelson et Morley qui montraient que la vitesse de la lumière était indépendante du mouvement de l'observateur. Et l'ensemble de ces faits-là l'a conduit à formuler la théorie de la relativité restreinte en 1905. L'idée centrale et révolutionnaire de cette théorie, c'est que le temps et l'espace ne sont plus deux entités indépendantes, mais sont imbriqués en une entité unique, l'espace-temps. Si on touche le temps, on touche l'espace. Si on touche l'espace, on touche le temps. Alors évidemment, aux vitesses faibles où nous nous trouvons, ça n'a pas d'effet, mais aux très grandes vitesses, c'est le cas. Pourquoi est-ce qu'il l'a appelé restreinte? C'est parce que c'est la relativité de ces mouvements, si on a deux référentiels qui bougent, dans la relativité restreinte, on ne considère que des mouvements rectilignes et uniformes, euh, et même à très grande vitesse, mais toujours rectilignes et uniformes. Et la généralisation de ceci sera la relativité générale, où on ne considère la possibilité de formuler les lois physiques de manière indépendante, quelle que soit la nature du mouvement. Alors, les conséquences de la relativité restreinte sont bien connues. Deux observateurs qui n'ont pas la même vitesse n'ont pas le même temps. Cela conduit au fameux paradoxe des jumeaux. Aujourd'hui, on parlerait des jumelles, bien sûr, pour être dans le vent. C'est l'idée, par exemple, si vous avez, imaginons
qu'on ait qu'il y ait deux jumelles, voilà, et que l'une est astronaute, elle va aller à l'étoile la plus proche à une vitesse égale à 50% de la vitesse de la lumière, donc ça fera 2 fois 4 ans, 8 ans, et puis elle revient aussi, il sera écoulé 16, 17 ans, et pour la personne qui sera restée sur Terre, il ne se sera écoulé que 12 ans. Alors si on pousse ça plus loin, on voit un astronaute, deux frères, et puis l'astronaute qui revient n'a pas beaucoup changé, et son frère qui est resté sur Terre a beaucoup changé. Ces deux personnes, pendant leur mouvement, ne mesurent pas les mêmes longueurs. Ça, c'est une des autres conséquences. Et puis celle qui est plus connue, c'est le fait que l'inertie d'une masse m va changer avec la vitesse. Quand on s'approche de la vitesse de la lumière, l'inertie va être énorme, et cela conduit directement à cette loi qui est fameuse, puisqu'on la trouve même sur les t-shirts. Quand une loi est sur les t-shirts, c'est qu'elle est vraiment fameuse. Et MCK. En 1907, il a postulé pour être privat-docent à l'université de Berne, et il a voulu faire un cours sur la théorie de la relativité restreinte. Alors, elle a été jugée par les physiciens comme étant très problématique et réfutée plus ou moins clairement par la majorité des physiciens. Et donc, il a été refusé. On lui a refusé son privat-docent. Alors, l'année d'après, il est revenu, mais en parlant d'autres choses, de phénomènes, de parties de physique beaucoup plus classiques. Il est revenu en 1908. Et là, il avait que 3 étudiants. Comme ils étaient payés sur le nombre d'étudiants, ce n'était pas terrible. Et 2 des étudiants, l'un était Michele Bessot, un collègue et ami du bureau des brevets, ainsi que sa sœur. En 1909, il a postulé à Zurich pour un poste de professeur. Son examen a été jugé passable. On a quand même pris, mais il ne voulait pas lui donner un salaire plus grand que celui qu'il avait au bureau des brevets. Il a commencé à être connu, premier docteur honoris causa, c'était à Genève, en 1909, et il a été nommé à Prague en 1900. À Zurich, où il a rejoint Marcel Grossmann, qu'il a initié à la géométrie de Riemann, qui était indispensable au développement de ces théories. De 1907 à 1905, les obstacles conceptuels et mathématiques que Einstein a dû résoudre étaient extrêmement nombreux. Il a dit que la relativité restreinte, à côté de la formulation de la relativité générale, c'était un jeu d'enfant. Et il s'est attaché énormément à la recherche de principes fondamentaux. L'un de ceux-ci est la covariance générale, c'est ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Les lois physiques doivent être indépendantes, on doit pouvoir les formuler de manière indépendante de l'état du mouvement, qu'il soit accéléré avec rotation. Et puis, sa deuxième idée fondamentale, c'est le concept de champ, inspiré de l'électromagnétisme, où une charge électrique va créer une modification de son environnement, un champ, et là, il a introduit le concept d'une masse qui déforme l'espace. C'est pour ça qu'il a dû étudier la géométrie de Riemann, qui est à plusieurs dimensions. Et donc, l'idée clé, c'est que la présence d'une masse déforme l'espace-temps, à 4 dimensions, courbe cet espace, et un corps jeté dans cet environnement-là va subir des forces qui proviennent de cette courbure de l'espace. Il n'a pas raisonné en termes de force comme Newton, mais la courbure va induire et entretenir des mouvements. C'est très différent de l'approche de Newton, où il y a une phrase célèbre de Newton qui avait dit hypothesis non fingo, je ne feins pas d'hypothèse. Ce qui veut dire qu'il n'aimait pas les hypothèses fondamentales. C'est tout à fait à l'opposé de ce qu'avait fait Einstein, qui, lui, s'attachait à des principes fondamentaux.
Newton avait même dit les hypothèses n'ont pas leur place dans la physique expérimentale. Mais ces deux démarches, partant de principes différents, à des époques différentes, ont l'une et l'autre conduit à des résultats merveilleux. Mais on voit qu'il y a la richesse des approches dans la physique. Et Newton pensait qu'une masse créait une action à distance. Il n'avait jamais pu l'expliquer. Et en plus, il ne cherchait pas à l'expliquer. Simplement, il disait, avec cette théorie, ça correspond à la réalité. Et on lui avait beaucoup cherché des querelles là-dessus, tant et si bien que sur le continent, la théorie de Newton n'est devenue populaire que 80 ans après sa mort. Ça a été très long. Et le principal promoteur de la théorie de Newton, c'est Voltaire, hein, qui avait écrit un livre sur il présentait la théorie de Newton. Alors, continuons. En 1915, il a été invité par Hilbert à Göttingen. Göttingen, c'était la patrie de Gauss et de Riemann, et c'était des spécialistes de la géométrie de Riemann. Et donc, le soir, après le souper, il discutait avec Hilbert, et puis Einstein avait raconté un peu tout ce qu'il faisait, etc. Il était tellement content d'avoir quelqu'un qui comprenait, etc. Mais, quelque temps après, il s'est rendu compte que Hilbert cherchait à faire la même théorie et à le dépasser. Et donc, il y a eu une folle course-poursuite dans les derniers mois, qui finalement a beaucoup affecté Einstein, qui est tombé malade une fois qu'il a publié sa théorie. Il y avait indiscutablement une intrusion de Hilbert dans la théorie de quelqu'un d'autre. Et donc, alors Hilbert a publié juste avant lui, 5 jours avant lui, mais il y avait une faute. Donc, ça n'a pas compté. Et Einstein a publié après et ça a été reconnu. Mais c'était serré. On a un peu oublié ça, mais c'était des épisodes assez aigus. Alors, quelle est l'idée centrale cette fois? Eh bien, c'est une équation qui est assez compliquée, mais qui exprime une idée très simple. À droite, c'est la présence d'une matière, va courber l'espace autour. Et puis ces termes qui sont dans la partie de gauche, ils expriment la courbure de l'espace, qui va générer des forces. Et alors, si j'ai 2 étoiles doubles, par exemple, qui gravitent l'une autour de l'autre, eh bien, chacune modifie l'espace, ça va être mobile, ça va bouger dans le temps, et elles vont interagir. En plus, l'interaction ne sera pas instantanée, elle se fait à la vitesse de la lumière. Et donc, c'est le mouvement des corps va être créé par ces modifications de l'espace. Ce qui est intéressant, c'est la vision de l'espace. Elle a changé au cours de l'histoire. Descartes, au début du XVIIe siècle, considérait que l'espace n'existait que par la présence d'une matière. S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas d'espace. Ces notions-là, c'était des points de vue un peu philosophiques. Alors Newton, lui, non, a dit il y a un espace qui existe, même s'il n'y a pas de matière. Cet espace, c'était un espace absolu, comme on le voyait. Alors Einstein, lui, a introduit l'idée que l'espace et le temps formaient une entité unique, et cet espace-temps peut exister, dans la théorie d'Einstein, peut exister sans matière, mais la matière influence sa courbure. Vous voyez l'évolution des idées sur l'espace et la matière. Donc là, Einstein est beaucoup plus proche de Newton, que cet espace-temps existe, qu'il y ait de la matière ou qu'il n'y en ait pas, mais la présence de matière influence sa courbe. Voilà. Son article a paru dans les annales de physique de Prusse, c'était le journal de référence. Et ce qui a assuré le triomphe de la théorie d'Einstein, c'est en 1919, la fameuse expédition de l'éclipse. On va en dire 2 mots dans un instant. Mais il y avait déjà, c'est ce qu'on appelle les 3 tests classiques de la relativité. Einstein avait déjà développé en 1907
parce qu'on n'a pas besoin de toute l'équation, il suffit d'avoir l'équation des géodésiques pour le faire. Il avait déjà démontré que l'idée du décalage gravifique, s'il y a des ondes qui sont émises par un corps massif, une étoile par exemple, eh bien, en quelque sorte, pour s'extraire de ce champ de gravitation, elles vont changer de longueur d'onde, perdre une certaine énergie. Mais cet effet est très faible et on ne pouvait guère le tester sur le Soleil. On l'a testé plus tard, en 1918, sur les naines blanches. Et puis en 1911, il avait montré l'avance du périhélie de Mercure. L'orbite de Mercure est elliptique, mais cette ellipse elle-même, elle se déplace et elle tourne la position du périgée, là, du périastre, tourne de 43 secondes partielles. Ça fait plusieurs milliers d'années pour faire un tour complet. Cet effet-là résulte des équations, mais physiquement, de quoi il résulte? C'est simplement que l'interaction n'est pas instantanée. La force sur Mercure s'exerce dans une direction où n'est pas le Soleil, puisque n'est pas tout à fait le Soleil, puisqu'il a fallu quelques minutes pour que le champ de gravitation exerce son action. C'est un effet simplement lié au temps que met la gravitation pour agir. Alors, durant la guerre de 14-18, le monde était coupé en deux, mais Eddington, qui était professeur à Cambridge et qui était l'un des papes de l'astrophysique, recevait les annales de Prusse. Il y a Wilhelm de Sitter qui était en Hollande, à Groningue, et il a pu, de ce fait-là, Eddington a pu prendre connaissance des travaux d'Einstein qui montraient que la présence d'une masse donc, crée une déflexion puisque l'espace est déformé et qu'en fait, on va voir l'étoile plus loin du Soleil, déplacée plus loin du Soleil sur le fond stellaire. Et en comparant l'image prise lors d'une éclipse, on va voir le Soleil sera masqué et on pourra voir les étoiles, on va voir qu'elles sont déplacées. C'est la fameuse expédition dans l'île de Principe, l'expédition d'Eddington. Alors, il y a quelques étoiles, c'est une photo lors de l'éclipse, et si on compare la position des étoiles, qui sont marquées par deux petits traits, avec une même photo du champ stellaire, mais sans le Soleil, on va voir qu'elles ont un petit déplacement qui a été créé par la modification du champ de gravité au voisinage du Soleil. Voilà. Alors, c'est quand Eddington a annoncé les résultats de cette expédition, ça a été le triomphe mondial, instantanément, en Amérique, partout, pour la théorie d'Einstein. Et c'est passé très, très rapidement. C'était immédiatement le triomphe de cette théorie. Et ça a été magnifique comme résultat. Alors Einstein a voulu appliquer évidemment ces équations à la cosmologie. On y arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on prend cette équation qu'il avait, il y a de la matière, et puis ça courbe, et puis il y a une attraction. Qu'est-ce qui se passe? L'univers s'effondre sur lui-même. Et ça, ce n'était pas nouveau. Un révérend anglais, le docteur Bentley, du temps de Newton, avait fait la remarque à Newton, il avait dit, mais c'est très joli votre théorie de la gravitation, mais pourquoi est-ce que toute la matière de l'univers ne s'est pas mise en paquet? Hein? Et Newton avait répondu, il avait dit qu'il n'avait pas réfléchi à ces questions-là, mais qu'il y a réfléchi après coup, et alors il a dit, ben, c'est probablement que l'univers est infini, et la matière s'est mise en paquet à un certain endroit, à un autre endroit, etc. Il a dit c'est comme ça que les galaxies et les étoiles se sont formées. Ce qui est fondamentalement juste. Alors l'étoile, l'univers s'effondre sur lui-même. Donc c'était très embarrassant d'avoir ça. C'est pour ça que Einstein a introduit la constante cosmologique. C'est une force répulsive
dont la formule serait, si on la prenait dans l'approximation locale, c'est une force qui est égale à 1/3 de lambda, mais lambda c'est une constante extrêmement petite, proportionnelle à R, à la distance. Plus c'est loin, plus ça repousse. Et il avait envoyé en 1916 à Paul Ehrenfest, qui était un de ses amis, lui disant, j'ai encore, c'est au sujet de la constance cosmologique, ce terme qui est en rouge qu'on a rajouté dans l'équation, j'ai encore commis quelque chose à propos de la théorie de la gravitation qui, d'une certaine façon, m'expose au danger de me faire interner dans un asile de fous. Vous voyez, depuis des siècles, on parlait de la gravitation avec Newton, et Einstein, il amène une force dans l'autre sens pour que sa théorie marche. Ça n'a pas été accepté si facilement. Alors, on reviendra sur cette constante cosmologique. Mais ça, c'est le modèle, ça crée un modèle statique d'Einstein, d'un univers en équilibre entre ces deux forces. Toute cette matière a tendance à s'attirer, et puis il y a une force qui est ajustée juste en face pour obtenir ça, puis ça devait rester comme ça. Alors, de 1916 à 1931, Einstein va rester très, très attaché à cette théorie. Et on a un modèle là d'un univers en quelque sorte sphérique. Il est fermé, mais sans bord. C'est un peu comme la surface de la Terre. En allant très loin dans une direction, on reviendrait par l'autre côté. Alors, ce lambda et tout ceci a subi bien des péripéties durant le XXe siècle. On va encore en parler tout à l'heure. Mais voilà l'idée du modèle statique d'Einstein. Il avait fallu mettre une force pour soutenir l'univers face à sa propre gravitation. Alors, quelques-uns des principaux protagonistes, photographiés en 1923 à Leiden chez De Sitter. Donc, on reconnaît Einstein. Au milieu en haut, c'est Paul Ehrenfest, qui était un ami d'Einstein. Wilhelm De Sitter, c'est lui qui avait transmis à Eddington, au premier plan à gauche, qui avait transmis les travaux d'Einstein pendant la guerre. Et De Sitter avait aussi fait un modèle qui pendant quelques années a été le rival du modèle d'Einstein. Le modèle d'Einstein, c'était un modèle, donc on a dit, avec de la matière, mais il ne bougeait pas. Alors, De Sitter, il avait fait un modèle presque l'inverse, où un univers vide, et puis qui explosait, en quelque sorte. C'est l'univers de Sitter. Einstein n'aimait pas beaucoup ce modèle de Sitter. Il a fait quelques commentaires à ce sujet. En plus, l'univers n'est pas tout à fait vide quand même. Et Eddington, ben voilà, c'est lui qui avait fait la fameuse expédition de l'éclipse. En 1923, il a aussi fait un livre, un traité sur la relativité générale, qui est un livre magnifique, très clair, où tout était bien construit. Et puis Lorentz, celui qui avait trouvé les fameuses formules pour exprimer le transfert de référentiel aux très grandes vitesses. Einstein avait eu le prix Nobel en 1922 pour l'effet photoélectrique. Alors, on en est resté à ces deux modèles, celui de Sitter et puis celui principal d'Einstein, jusqu'en 1922. Puis en 1922, Alexander Friedmann, un jeune mathématicien, météorologue, aviateur, qui s'intéressait à tout, qui travaillait en Russie, à Saint-Pétersbourg, avait montré mathématiquement que l'équation d'Einstein, en la traitant correctement, elle admettait des solutions explosives ou en expansion, disons plutôt. Et qu'avec de la matière, elle pouvait être en expansion. Il avait montré ces solutions. Il avait aussi montré que cette expansion devait partir d'une certaine origine.
Alors, les réactions d'Einstein avaient été très, très vives. Il avait dénoncé une erreur dans les travaux de Friedman, et puis Friedman a montré au contraire que c'est Einstein qui se trompait. Et une des raisons pour on le reverra encore tout à l'heure, une des raisons pour laquelle l'origine était inacceptable pour Einstein, c'est qu'il pensait que les gens voulaient une origine pour des raisons religieuses. Et ça le dérangeait beaucoup. Il préférait le modèle statique. Friedman est mort de la fièvre typhoïde en 1925 et il n'a jamais vu, avant que sa théorie soit reconnue. En fait, c'est les modèles de Friedman qui ont été la base de la cosmologie du XXe siècle. Einstein adoptera ce modèle qui sera connu sous le nom de modèle de Einstein de Sitter en 1932. Alors, les modèles de Friedman, vous connaissez tous. Donc, c'est l'espace qui s'étend. Hein. On a l'univers à un temps donné. Plus tard, eh bien, le réseau de coordonnées se sera dilaté, ce sera créé de l'espace entre les galaxies. Et vous avez tous vu certainement ce type de graphique qui montre les modèles de Friedman. Ici, on a le temps. Et puis là, on montre l'idée de l'expansion de l'univers. Comment, en gros, c'est la représentation de l'évolution de la distance entre deux galaxies due au mouvement d'expansion. Alors, si l'univers est vide, complètement vide, eh bien, c'est une droite, il n'y a pas de freinage. Et puis, s'il y a un peu de matière, s'il y a relativement peu de matière, on aura quand même un certain freinage, c'est la courbe violette, qui va être freinée, mais qui ne retombera jamais. Et puis, s'il y a beaucoup de matière, alors à un moment donné, cette matière, elle va être capable d'exercer une gravitation suffisante pour que l'univers implose, et puis on aura un big crunch ici à la fin. Et puis, il y a un modèle au milieu que Friedman avait déjà trouvé, qui est celui où on est juste à l'équilibre entre les deux. C'est ce fameux modèle Einstein de Sitter, qui correspondrait à une densité critique d'environ 10-29 grammes par centimètre cube. Cette densité critique, ça fait en gros, il me semble, 5 atomes d'hydrogène par mètre cube. Donc c'est une densité très faible. Alors voilà, il y a eu ces modèles de Friedman, mais qui ont été en tout cas rejetés tout d'abord. Il y a un autre précurseur important, c'est Georges Lemaître, qui était un mathématicien, qui était prêtre également à Louvain, à l'Université catholique de Louvain, et, en 1923. Et alors, sitôt après sa prêtrise, il est parti chez Eddington pour étudier à fond la théorie de la relativité générale. Il est resté une année comme assistant. Et puis l'année d'après, il est allé à Harvard, chez Shapley, qui était où il y avait les meilleures observations, ainsi que celles de Slipher aussi, les meilleures observations des galaxies. Donc, le maître était vraiment celui qui était aux meilleures sources dans le monde, tant pour la théorie que pour l'interprétation des observations. Et en 1927, il a fait un article, on va en parler tout à l'heure, où il a refait des modèles dynamiques, un peu comme ceux de Friedman, mais il n'avait pas eu connaissance des travaux de Friedman. La diffusion de l'information n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et il avait montré qu'un univers avec expansion, contraction était possible, avec ou sans constante cosmologique. Et dans les observations, il avait découvert cette fameuse loi qui portait le nom de loi de Hubble, qui est simplement, si l'espace s'étend de manière uniforme, plus vous regardez loin, plus la vitesse de récession vous paraîtra grande, même si la dilatation est régulière.
Ça ne veut pas dire que l'expansion s'accélère, ce n'est pas ça du tout. Simplement, ça s'étend. Mais ici, en l'espace, je ne sais pas, d'un million d'années, les galaxies auraient avancé d'une certaine quantité, puis en 2 millions d'années, le double, mais plus loin, ça fera un peu plus. Donc, plus on regarde loin, plus, plus les vitesses paraissent grandes. Et il avait découvert, à la fois dans la théorie et dans les observations, cette loi en 1927. Et il l'avait publiée dans les Annales de la Société scientifique de Bruxelles. C'est en 1929 que Hubble a présenté sa loi, il a retrouvé des observations complémentaires, etc. Il a étoffé tout ça. Et elle a été connue pendant tout le XXe siècle sous le nom, cette loi a été connue sous le nom de loi de Hubble. Et en 2018, l'Union astronomique internationale a rebaptisé cette loi, loi de Hubble-Lemaitre. En fait, ça devrait être loi de Lemaitre-Hubble, mais après un siècle d'existence, il fallait quand même garder une certaine continuité dans les appellations. Donc voilà un petit peu la situation. Donc il avait vraiment tout en main. On le voit ici au congrès Solway, de fameux congrès. Donc le maître n'était pas invité, bien sûr. C'était que les grands pontes qu'il était. Et Einstein a rencontré le maître et ils ont discuté ensemble. Il a pris connaissance de ses travaux. Et l'accueil de Einstein était très agressif vis-à-vis de le maître. Il a dit: vos idées sont correctes, mais votre physique est abominable. Einstein suspectait le maître d'être influencé par ses idées religieuses, ce qui n'était pas le cas. Et le maître avait montré que l'univers initial n'a plus qu'à 7 ans, s'il n'y a pas de création de matière, il devait être beaucoup plus dense, et puis qu'il y avait dû avoir une explosion initiale qu'on a appelée plus tard le Big Bang. Ce n'est pas lui qui a donné le nom de Big Bang, c'est dans les années 50, Hoyle, qui avait une autre théorie. Il voit entrer dans une salle de congrès, il voit entrer le maître, et puis il a dit: ah, here is the Big Bang Man. Et donc, c'était plutôt par dérision, mais le nom est resté, le nom Big Bang, donné pour la première fois par Hubble à le maître pour se moquer un peu de lui, est resté ce nom Big Bang que chacun connaît. En fait, si Einstein est l'incontestable père de la relativité générale, c'est Friedman et le maître qui furent les pères de la cosmologie relativiste. Einstein, de fait, était resté toujours attaché à son modèle statique. Alors, il y a une petite histoire intéressante quand même au sujet du papier de Lemaitre, 1927. Un univers homogène de masse constante et de rayons croissants, rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques. Voilà, publié dans les Annales scientifiques. Alors, cet article avait été envoyé. Il avait paru. Le maître en avait envoyé des copies un peu à gauche et à droite. Il en avait envoyé une copie à Eddington, qui avait été son maître. Et puis, après l'annonce faite par Hubble, le maître rappelle à Eddington qu'il avait déjà trouvé cette loi, etc. Il dit: mais c'était dans mon papier de 1927, etc. Alors Eddington, qui avait comme collaborateur le maître et tout, il a fait publier une version en anglais dans les Monthly Notices de la Royal Astronomy, un article publié cette fois non plus en français, mais en anglais. Et puis, ce qui est très curieux, c'est que cette traduction de l'article de Lemaitre, qui a paru en 1931, donc quand même 2 ans après Hubble, des choses qui avaient été faites 4 ans auparavant, elle a manifestement été trafiquée. En 1984, Peebles, donc qui a eu le prix Nobel en 2011, avait constaté, il l'a écrit, des curieuses suppressions dans la traduction de 1931. Et puis Harry Nussbaumer de Zurich et Bierry, en 2009, ont remontré la même chose. Et
un astronome canadien, fameux, Sidney Vandenberg, en 2011, a montré que la nature des modifications devait être intentionnelle pour faire que on ne, euh, que le maître n'ait pas l'air d'avoir trouvé la loi de Hubble. Alors, il y a diverses hypothèses, etc. En fait, bon, ce qui est absolument clair, c'est la responsabilité de l'éditeur, j'en parle un petit peu dans mon livre, c'est que quand on regarde l'article dans la version de 1931, la seule date qu'il y a, c'est 1931. On n'a jamais, il y a une référence aux annales de Bruxelles, mais aucune date n'est jamais mise. Et donc, quand on donne une référence et un éditeur est le premier à le savoir, eh bien, on met toujours la date. Donc, il y a eu, et de fait, toutes ces histoires ont fait qu'en 2018, la loi de Hubble a été rebaptisée loi de Hubble-Lemaitre, ce qui était que justice. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Einstein, qui était toujours resté attaché à son modèle statique et fermé, il avait beaucoup voyagé, hein, depuis 1919, il était allé un peu partout, et il avait séjourné aux États-Unis. Il avait rencontré Tolman, qui était un astrophysicien théoricien, il avait vu Hubble, etc. Et en fait, ce qui l'a fait changer d'avis, c'est pas tellement de voir les observations de Hubble, contrairement à ce que beaucoup d'Américains pensent, c'est simplement que Eddington a démontré que, mais ça prend une demi-page, hein, que le modèle de relativité générale d'Einstein était instable. C'est-à-dire que si on le pousse d'un côté, il part, si on le pousse de l'autre côté, il part aussi. Il était instable. Et c'est assez étonnant qu'il ait fallu 15 ans pour qu'on s'en rende compte. Et dès ce moment-là, Einstein a retiré sa constante cosmologique. On a dit qu'il avait dit que c'était la plus grande erreur de sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le contexte de la relativité générale, vous voyez, il a fallu des gens comme Eddington pour se rendre compte de cela. Mais après si longtemps, on ne raisonnait pas en termes de force. Maintenant, on le fait un peu, on le fait, parce que dans les années 1934, Milne et McVitie ont montré qu'on pouvait rediscuter, on pouvait établir l'équation des cosmologies, les équations différentielles, on pouvait les exprimer à partir de Newton aussi. Donc, ce n'est que plus tard qu'on a commencé à raisonner en termes de force, un petit peu dans un schéma assez évident newtonien. Si vous réfléchissez à un univers en équilibre, s'il est un poil plus concentré, la gravité est plus forte, et puis la force, la constante cosmologique, qui est proportionnelle à la distance, elle est plus faible. Donc si on l'a tiré de quelques centimètres à l'intérieur, il va continuer. Puis si on l'a tiré de quelques centimètres à l'extérieur, la gravité, elle sera plus faible. Et puis la constante cosmologique sera plus grande. Donc, c'est comme une aiguille plantée sur une pointe, elle va partir d'un côté ou de l'autre. Et donc, c'est immédiat. On est toujours plus intelligent après, hein, mais c'est immédiat dans cette discussion de l'équilibre. Alors ça, c'est évidemment Einstein est convaincu et il l'adopte. Et donc, le modèle sans constante cosmologique va être la référence durant pratiquement tout le XXe siècle. Parmi les protagonistes principaux, on peut mentionner bien sûr Edwin Hubble, qui lui l'a trouvé après le maître, mais il a enrichi énormément les observations de galaxies, plusieurs milliers d'observations, ce qui fait que dans les années 50, il en a fait un édifice extrêmement solide. Alan Sandage, qui était astronome au Mont Palomar et qui a beaucoup collaboré avec Gustave Tammann de Bâle,
Et lui, un de ceux qui, dans la lignée de Hubble, ont développé ce qu'on appelle aujourd'hui la cosmologie observationnelle. On utilise des observations pour, c'était le grand objectif du XXe siècle, de savoir dans lequel des univers de Friedman on vit. Est-ce qu'il se referme ou est-ce qu'il s'étend toujours? C'était une des principales interrogations. Et puis, il faut mentionner parmi les principaux protagonistes du XXe siècle, Beatrice Tinsley, qui était une jeune astronome australienne. C'est la première qui a montré que les galaxies évoluaient physiquement, que les étoiles évoluent, elles brûlent leur combustible, donc elles doivent changer. Donc la lumière des galaxies doit changer un peu au cours du temps. Et puis que dynamiquement également, elle devait changer. Et Beatrice Tinsley a aussi montré dans un papier de 1975 avec Jim Gunn et un autre papier de 1978, elle a montré que l'expansion devait s'accélérer. C'est le titre de son article qui est apparu dans Nature, c'est An Accelerating Universe. Et ces arguments étaient très forts, mais c'était trop tôt, n'a pas été cru là-dessus. Et ce n'est que presque 25 ans plus tard que Perlmutter, Ries et Schmidt, en 1999, ils ont eu le prix Nobel en 2011, ont redécouvert ou découvert l'accélération de l'expansion, qui avait été annoncée, comme je vous dis, dans des articles déjà 25 ans plus tôt. Et ce qui est étonnant, c'est que j'ai repris les articles, ils n'ont jamais cité Tinsley. Et donc, cette accélération de l'univers, ça peut être ce lambda qu'Einstein avait introduit puis retiré, qui c'est une des possibilités d'expliquer cette accélération de l'expansion qu'on appelle aussi l'énergie noire. Il faut une énergie, c'est même une des principales sources d'énergie dans l'univers. Pour accélérer cette expansion, il faut une énergie énorme. C'est à peu près le 70% de toute l'énergie de l'univers. Je vous montre ici la répartition de l'énergie. Bon, j'aurais dû mettre en noir ici aussi. Voilà. Si on prend toute l'énergie qu'il y a dans l'univers, l'énergie des étoiles, le rayonnement des étoiles, c'est 1%. Masse et énergie. Le gaz, parce qu'il y a quand même beaucoup de gaz, ça fait 4%. Eh bien, toute cette matière des galaxies, des étoiles, ce n'est que ces 5% qu'il y a ici. Et tout ça, c'est cette accélération de l'expansion. Vous voyez, c'est énorme. Et puis, il y a encore un quart d'énergie qui est alors sous forme d'une matière, mais dont on ne sait pas ce que c'est. Alors, on se trouve, voilà, dans le prolongement de ces travaux d'Einstein avec des inconnus énormes. Alors, c'est toujours intéressant vis-à-vis des étudiants parce que on dit des fois, tout ce qui a été trouvé par les générations précédentes. Ben, il n'y a pas de plus grand problème comme que ça qui reste à trouver. Donc, à comprendre ce que c'est. Alors, soyons clairs, ça, c'est l'énergie liée à ce mouvement d'accélération qui avait déjà été mis en évidence par Tinsley et puis magnifiquement confirmé par la suite. Et puis, cette énergie noire, disons encore juste 2 mots dessus, comment. Alors, il y a plusieurs faits astrophysiques qui le suggèrent, mais le premier et un des plus importants, c'est lié à la rotation des galaxies. Si on regarde la vitesse avec laquelle elles tournent, eh bien, en fait, les étoiles des régions périphériques devraient s'évader. Elles devraient être éjectées. Ça tourne
ça tourne trop vite par rapport à la masse qu'il y a. Comme la la principale source de masse est au centre des galaxies, ici on a la distance au centre, on a une vitesse assez grande, de l'ordre de 240 km par seconde dans les régions intérieures, et puis ça devrait décroître ici en 1 sur racine de R, un peu comme pour les planètes. C'est une décroissance keplérienne. Ça devrait décroître. Or, l'observation montre que les vitesses restent ici très fortes dans les régions périphériques. Alors, une des explications, c'est de dire qu'il doit y avoir tout plein de matière dans ces régions extérieures qui contribuent à la masse. À ce moment-là, ça explique ces cours. Le point, c'est que depuis 40 ans, qu'on cherche quelle est la nature de cette matière noire, on ne l'a pas trouvé. Donc, il y a un autre courant dont je fais partie, mais je ne suis pas le seul. Il y a la théorie de Mond, il y a diverses théories qui disent que c'est peut-être un effet de la gravitation. Voilà un peu où on en est, mais à l'heure actuelle, le courant très fortement majoritaire, c'est la matière noire et l'énergie. Une matière dont on ne connaît pas l'origine, parce qu'il y a de nombreux types d'observations, d'ailleurs très différents, qui montrent un peu toujours la même chose. Donc, c'est pas non plus... ça repose quand même sur pas mal d'observations. Donc, voilà un petit peu la situation. On voit que des interrogations qui ont été soulevées il y a un siècle, eh bien, on rebondit 100 ans plus tard et avec des questionnements qui restent extrêmement importants. Et s'il y a une chose, si vous ne retenez qu'une chose, c'est celle-là qu'il faut retenir, c'est la joie de la pensée, la joie de la réflexion, et que c'est ce plaisir de comprendre l'univers, et on le constate chez certains étudiants, ils ont une énorme curiosité pour comprendre que ce soit la physique des particules, que ce soit l'astrophysique. Eh bien, c'est cette joie de la pensée qui peut leur permettre de faire du bon travail. J'ai publié un petit livre il y a l'année passée. Je mets quelques flyers ici si vous voulez en prendre, qui vous donnent des indications et un bref résumé. Vous pourrez les prendre tout à l'heure. Je les sortirai en temps voulu. Voilà, je vous remercie, mesdames, messieurs, de votre attention. Bien. Merci beaucoup, beaucoup pour cette très jolie croisière à travers le XXe siècle, à travers toutes ces découvertes scientifiques. C'est très gentil. Merci beaucoup. Il y a sûrement plein de questions dans la salle. Vous pouvez lever la main et puis on essaie de vous passer un micro. Le micro, c'est pas pour que vous vous entendiez mieux, c'est pour que les gens qui sont online puissent comprendre la question et du coup ensuite comprendre la réponse aussi. Merci. On entend? On entend, enfin moi je m'entends, mais alors je pense que ça doit jouer. Je vais essayer de parler fort. Alors, merci beaucoup pour cette fascinante présentation. Vers la fin de la présentation, vous parliez juste de masse noire ou de l'énergie noire. Ah, alors, donc, pour expliquer par exemple ces courbes qui restent plates, eh bien, on peut, c'est la réponse depuis les années 80, de dire, ben voilà, il y a
une matière qu'on ne connaît pas, c'est cette matière noire. L'autre réponse qui a été donnée, tentative de réponse, disons, qui a été donnée par le physicien israélien Milgrom en 1983, c'est de dire que aux très grandes distances, la loi de Newton se comporte un peu différemment. Qu'à la place de descendre en 1 sur R, à un moment donné, elle descend moins fort. Et alors, si on modifie, mais donc là, il a regardé de quelle manière il fallait modifier la loi de Newton pour pouvoir expliquer ces courbes de rotation plates. Voilà, ça c'est c'est une autre démarche. Mais dans l'état actuel, des travaux de physique des particules, des satellites sont lancés pour justement tâcher d'identifier le comportement de cette matière noire. Bonsoir. Juste pour rebondir sur des vitesses qui restent constantes à longue distance, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit dans presque toutes les galaxies ou c'est quelque chose qui varie en fonction de la nature, la taille de la galaxie? Par exemple, enfin, Yves Revas serait plus à même de répondre que moi à ceci, mais c'est un phénomène très, très général. Il peut y avoir une exception ou deux, mais cette rotation forte, même dans les couches extérieures, est très largement présente. Et ce n'est pas la seule. Par exemple, les amas de galaxies, on voit des galaxies qui bougent, et on fait par rapport à la masse qui est présente, elle bouge trop vite. C'est comme si la gravitation, c'était un élastique qui relie les masses entre elles, et puis l'élastique qui les retire est trop fort. Vous voyez, ça bouge beaucoup trop vite par rapport à la matière qui est présente. Mais les différences peuvent être grandes dans les amas de galaxies. Ça peut être un facteur 10, 20, par exemple. Ça peut être des vitesses qui sont 10 ou 20 fois trop grandes par rapport à ce qu'on voit. Donc, il y a un problème, et il se manifeste notamment par les vitesses, mais il peut se manifester aussi par d'autres propriétés, notamment du rayonnement cosmologique. C'est assez général. J'ai une question dans le chat qui nous dit l'univers est en expansion, donc toutes les galaxies devraient s'écarter les unes des autres. Mais comment expliquer que certaines galaxies s'approchent de notre Voie lactée, comme par exemple la galaxie d'Andromède, le redshift et le blueshift? Oui, alors, dans ces mouvements, donc à très grande échelle, c'est ce mouvement d'expansion, mais localement, notre galaxie fait partie d'un amas local. Il y a la nébuleuse d'Andromède, il y a les grands nuages de Magellan, il y a d'autres galaxies. Et là, il y a des mouvements, et il se trouve que quelques-unes, du fait de ces mouvements particuliers, il peut y avoir une approche. Et en fait, Andromède s'approche de nous, mais c'est une vitesse particulière due à des effets locaux. Mais globalement, ça ne remet pas en cause l'expansion. Merci beaucoup d'avoir aussi parlé de ces personnalités fascinantes. Alors, si on parle d'énergie noire, il y a un compatriote que vous n'avez pas nommé, c'est Fritz Zwicky, qui avait, paraît-il, le caractère assez difficile. Est-ce que vous l'avez peut-être rencontré, Oui, ou bien vous pouvez en dire quelque chose? Non, je ne l'ai pas rencontré, mais c'est effectivement Fritz Zwicky, qui était astronome aux États-Unis, et qui c'est en 1930. C'est lui le premier qui a vu il a dit, mais il y a un théorème qui s'appelle, les physiciens le connaissent, le théorème du viriel. Les vitesses vont être v carré égale gm sur r, hein, en gros. Et donc, il a dit, par rapport à la masse qu'il y a, puis au rayon, ça devrait être des vitesses qui sont 10, 20 fois, qui fait beaucoup plus petit. Et donc, celui qui a fait ça, et ça, ces travaux n'ont pas été
n'ont pas tellement attiré l'attention à l'époque. Bon, il était d'un caractère, je crois, assez difficile, il cherchait querelleur, etc. Et ce n'est qu'au moment, dans les années 80, que c'est revenu à la mode. C'était un astronome suisse. Ses archives ont été traitées par l'État de Glaris. Et c'est un astronome de Berne qui s'est occupé de la présentation de toutes les archives de Zwicky parce qu'il a trouvé beaucoup de choses. C'est un des premiers qui a parlé de trous noirs, de lentilles gravitationnelles. Il a fait énormément de choses, Fritz Zwicky. Beaucoup pour cette présentation. En fait, en voyant l'ensemble de l'équation de la relativité générale, imagine qu'on devrait pouvoir retrouver la relation des Guesta. Oui, on devrait retrouver quelque part la publication de la transformation de Lorentz. Elle est cachée où? Donc, à partir de... Bon, la relativité restreinte ne constitue pas une théorie de la gravitation. C'est juste une théorie cinématique, en quelque sorte, des mouvements relatifs, hein, uniformes et à vitesse constante. Mais si la théorie d'Einstein contient la théorie de Newton en première approximation, on l'a retrouvée. Et comme je l'ai fait en transparent d'ailleurs, sur ce sujet qui revient. Voilà. On peut vraiment dire que dans les premières 15 années, la cosmologie basée sur la relativité générale restait assez confuse. Et c'est en 1934 que Mills et McCrea montrent que les équations peuvent s'obtenir par la théorie de Newton. Et ça favorise énormément l'interprétation. Vous voyez, quand on dit, par exemple, les modèles de De Sitter, s'il y a beaucoup de masse, la gravité va exercer une force, ça s'étendra moins vite. Donc ça, en termes newtoniens, on le comprend très facilement et très vite. Alors que dans le contexte de la relativité, c'est plus difficile. Harrison a dit, qui est un cosmologiste américain, a dit à ce show, Readers, pour parler un petit peu de cette difficulté qu'il y avait de bien comprendre la cosmologie dans les années jusqu'aux années 30, readers gained the impression that the universe was expanding because space-time was endowed with mysterious power. Ce n'est que plus tard qu'on a appris à raisonner en termes de force où tout est beaucoup plus simple. Mais alors, attention, il faut faire très attention de ne pas pousser le raisonnement newtonien aux limites extrêmes, parce qu'on arrive souvent à des contradictions ou des paradoxes ou des choses comme ça. Mais une fois qu'on est sûr, dans le contexte de la relativité générale, que les choses sont comme ça, la théorie newtonienne est très utile pour qu'on le sente intuitivement, en quelque sorte, vous voyez. Oui. C'est bien possible. Hein. Oui, mais j'ai une question de nouveau concernant la matière noire, parce que j'aimerais savoir si cette matière a le même pouvoir gravifique que la matière normale, et puis quelle serait la distribution de cette matière noire autour des galaxies? Oui. Alors, cette matière noire, sa seule propriété physique, c'est d'avoir des effets gravifiques, une masse qui attire et qui peut subir la gravitation. Par exemple, la matière noire, on dit, elle ne subit pas la pression de radiation. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais la pression de radiation, elle ne connaît pas. Donc, il faut encore l'expliquer. Hein. Donc voilà, on lui prête des propriétés comme ça. Et même dans certains travaux, tout d'un coup, ils disent oui, mais il pourrait y avoir quand même quelques pourcents de pression de radiation. Mais ça, c'est probablement un peu du bricolage. Mais
là, elle se manifeste par ses effets gravifiques et pas d'effet de pression de radiation. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire de sûr sur cette matière noire si elle existe. Et alors, dans la galaxie, alors, elle serait principalement dans les bords, dans les régions périphériques. Donc, il y aurait, oui, on parle parfois de halo de matière noire. Mais c'est intéressant parce que dans les dizaines d'années qui vont venir, à un moment donné, cette incertitude présente quant à sa nature, à son existence, sa nature, etc., ça va se résoudre d'une manière ou d'une autre. Bon, mais on se trouve face à un problème monstrueux, hein, puisque le 95% de la masse énergie de l'univers, on ne sait pas ce que c'est. Il peut guère y avoir de problème plus grand que celui-là. Oui, alors j'avais juste une question quant à l'explication de relativiste de déplacement selon la relativité générale. Einstein explique comment les déplacements de corps avec une déformation dans l'espace-temps liée à un autre corps. Comment un corps est-il attiré par un autre? Comment est-ce qu'il explique la gravitation? Alors, c'est l'idée d'un champ. Il faut prendre un petit peu l'analogie des champs électriques, mais champ électrique, il y a des lignes de force, etc. Dans la matière noire, elle va modifier la géométrie. Et donc, la meilleure représentation que l'on peut faire de ça, c'est ces espèces de cuvettes que l'on représente sur le dessin comme je l'ai fait, où on voit que si on lançait quelque chose, c'est une représentation imagée, eh bien, il y a un puits de potentiel dans à laquelle les objets seront soumis. Donc c'est ça qui va en quelque sorte générer des mouvements, générer des forces, etc. Mais est-ce qu'il y a un moyen de prévoir le déplacement de la matière dans cette cuvette? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Alors, et puis la théorie d'Einstein non seulement contient la théorie de Newton, mais elle a montré des dizaines, enfin douzaines d'effets très petits qu'on n'aurait pas su expliquer autrement. Donc, il y a un nombre incroyable d'effets et il est exclu qu'on puisse remettre en cause cette théorie. Merci. Ah ben voilà, voilà, ça c'est une magnifique confirmation. Einstein avait prévu que son équation peut générer il y a des solutions oscillatoires et que s'il y a un déplacement, par exemple, énorme de masse sur un trou noir qui se forme ou quelque chose comme ça, il va générer un train d'ondes qui se déplace à travers l'univers. Et ce genre de choses a été observé. C'est une des nombreuses manifestations de la richesse des prédictions de la théorie d'Einstein. L'autre cas, c'est le pulsar double. Dans le pulsar double, c'est deux étoiles d'environ une masse solaire qui tournent l'une autour de l'autre en 4 heures à une vitesse terrible. Et là, il y a un nombre d'effets particuliers que la théorie d'Einstein prévoit. Et il y a une douzaine d'effets au moins, et ils sont parfaitement vérifiés. Professeur, pardon, merci. Oui, merci pour l'expo. Pouvez-vous nous dire peut-être un mot sur le... Alors,
au niveau général, global de l'univers, les effets dans son état actuel, l'univers est dominé par la gravitation. Donc là, les effets quantiques sont vraisemblablement peu importants. Par contre, si on revient au Big Bang, quand on se rapproche du temps zéro, pas une seconde, mais à un millionième, un milliardième de seconde, on a des températures et des énergies qui sont reproduites dans les expériences de physique du CERN. Et donc là, c'est des effets. S'il y a des effets, c'est des effets quantiques à ce moment-là, dans le Big Bang. Et il y a des gens qui étudient ça. Hein. Il y a un lien très fort là entre la cosmologie de l'instant initial, de la théorie de l'inflation, etc., et la physique quantique. Mais plus tard, dans l'évolution de l'univers, les effets quantiques, à l'échelle macroscopique, n'agissent plus. Sont très sceptiques vis-à-vis de la matière noire, et puis de dire que je partage assez votre avis. Vous avez mentionné la théorie monde comme alternative, peut-être, pour expliquer ces mouvements d'étoiles, mais paradoxalement, c'est une théorie qui est nouvellement modifiée. Est-ce qu'il existe des pistes relativistes Alors, il y a plusieurs, je dirais, des théories, n'est-ce pas? S'il y a une théorie qui veut dépasser la théorie d'Einstein, elle devrait la contenir et non pas la changer. Parce qu'il y a trop de choses magnifiques. Donc là, il faut réfléchir en termes d'élargissement. Alors, est-ce qu'il y a des invariances qu'on ne connaît pas? Il y a un bon nombre dans la littérature actuelle de tentatives d'aller plus loin, mais il faudra que ça subisse le test de l'observation. Oui, alors bon, vous cherchez à me coincer. Non, alors, n'est-ce pas, il y a un principe, c'est qu'on ne doit pas présenter dans des conférences générales des choses qui ne sont pas admises par la communauté des scientifiques. Ça, on ne doit pas le faire parce que c'est trop facile. Hein, donc, voilà. Mais une piste possible, c'est d'élargir le groupe des invariances. Hein, il y avait l'invariance aux transformations de Galilée, x' égale x moins vt, transformation de Lorentz. Est-ce qu'il y a d'autres invariances plus loin que l'on peut chercher? Ça, c'est une piste possible. Voyez. On verra, hein? Alors, d'abord, merci beaucoup pour cette conférence vraiment très intéressante. Comme non-physicien que je suis, j'ai toujours trouvé très difficile d'avaler cette idée d'énergie noire ou d'énergie sombre, je ne sais pas trop quoi. Notamment cette proposition qu'elle contient une énorme énergie qui est non pas seulement responsable pour toute l'énergie qui s'est manifestée au niveau du Big Bang, mais aussi pour effectivement faire l'univers plus grand. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit là? Oui. Alors, bon, ça peut être simplement la constance cosmologique, hein, où il y a qui est présente, c'est une possibilité. Il y a d'autres pistes qui ont été suivies, c'est d'imaginer certaines particules qu'on ne connaît pas. Mais d'abord, ils ont commencé par prendre les particules qu'on connaît. Est-ce que ça peut être des neutrinos? Est-ce que ça peut être certaines particules qu'on ne connaît pas qui pourraient être responsables de ceci? Ça, c'est pour l'énergie noire. Pour la matière noire, ce qui est intéressant, il y a une espèce d'effet sociologique, en ce sens que
si on prend les travaux des années 80, les premiers travaux, c'était une hypothèse. Et puis, cette hypothèse a quitté son statut d'hypothèse pour devenir une espèce de réalité matérielle. Beaucoup de gens parlent de ça comme si ça existait vraiment. Mais de fait, c'est toujours une hypothèse. C'est une bonne hypothèse, mais ça n'est pas plus. Hein. Merci, mais donc pour revenir à l'énergie, Oui. d'où vient cette énorme quantité d'énergie qui semble être distribuée dans l'espace même? Alors, d'où elle comment- vient C'est aussi une hypothèse, donc. Alors, d'où elle vient, je ne pourrais pas vous dire. C'est le contenu. C'est un contenu d'énergie dans l'univers qui se répartit d'une certaine manière. Hein. Mais de toute manière, il n'y a pas. Alors, à l'échelle globale, ça fait beaucoup. Mais si vous prenez un élément de volume, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais d'où elle vient, je ne peux pas vous dire. Une dernière question, oui. Vous l'avez évoqué du coup durant la présentation, puis on ne sait pas d'où vient cette énergie noire. Dieu, dans tout ça, il se cache où? Pardon. Dieu, il se cache où dans l'univers alors? Bon, oui. Ah, voilà. Écoutez, bon, il y a un moyen facile de se tirer de cette question. C'était Laplace qui avait fait ce qu'il appelait le système du monde, de toutes les planètes. Il avait expliqué à Napoléon toute la théorie de Newton, pourquoi les planètes tournaient, etc. Et puis Napoléon lui avait dit, est Dieu là-dedans? Et il avait répondu, sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Mais voilà. C'est un peu facile comme réponse. Je suis bien d'accord. Ça m'a fasciné dans l'autre horizon. Quand même, Einstein qui avait fait preuve d'une certaine. Frappé, disons, c'est plutôt qui m'explique toutes les théories physiques. Être qui était carrément un religieux. Oui, alors c'est comment alors les deux. Le cas de Lemaître est très intéressant. Voilà. Parce que c'était un prêtre croyant et tout, et il n'était pas un adepte de ce qui s'appelle le concordisme. Le concordisme en théologie, c'est ceux qui veulent voir une merveilleuse convergence de la science et de la religion. Il y a une histoire intéressante le concernant. En 51, le pape Pie XII avait prononcé une bulle parce que les travaux de Hubble étaient très, très bien connus, etc. Et puis, en gros, il disait, voyez, enfin, les découvertes scientifiques les plus récentes convergent avec la théologie, etc. Il avait prononcé ça, le pape. Et l'abbé Lemaître, qui était simple abbé, il était allé à Rome, il a été demandé audience au pape, et il avait convaincu qu'il ne fallait pas dire ça. Et quelques semaines plus tard, le pape avait refait une bulle où il arrangeait les choses autrement. Hein, il s'était assez habile. Donc, il n'était pas du tout. Lemaître, je ne connais pas tout. Il y a beaucoup de livres qui ont été, spécialement en Belgique, qui ont été publiés sur la vision de Lemaître, de la religion et de la théologie. Mais Lemaître était pour une séparation très nette. Et il avait réussi à convaincre le pape de ça. Après, il a été nommé préfet de l'Académie pontificale. Bien, un immense merci pour cette conférence. Merci à vous. Le marathon de questions. Merci. Merci beaucoup aussi à vous toutes et tous pour votre participation très active. C'est très agréable de vous avoir comme public. Quelques annonces pour terminer. Voilà. Le mardi 13 février, on vous accueillera de l'autre côté du Palais de Rumine pour un atelier mathématique sur l'utilisation de la géométrie
pour favoriser les élections politiques. Le 22 février, on vous accueillera dans l'aula du Palais de Rumine pour accueillir Julia Steinberger, que vous connaissez toutes et tous, qui viendra nous parler des différents rapports du GIEC. Et puis ensuite, on continue avec toute une série d'activités, dont voilà, le mercredi 20 mars, l'Assemblée générale de la SVSN. Tout le programme jusqu'en juin est déjà disponible sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à réserver toutes les dates. Et pour être sûr que vous oubliez rien du tout, si par hasard vous n'étiez pas encore membre de la SVSN, eh bien, il y a les petits bulletins d'adhésion ici que vous pouvez remplir avant de sortir, parce qu'après, tout le monde oublie à chaque fois et il regrette pendant très longtemps. Donc voilà, et puis vous pouvez prendre aussi un flyer pour les activités du mois de janvier, mois de février, également pour les autres sociétés du canton de Vaud. Merci beaucoup à toutes et tous et à très bientôt.